Bonjour tout le monde. Merci d'être là déjà. Et on va vous parler du modèle coopératif avec Cécile. Donc moi je m'appelle Marion et je suis co-gérante et directrice technique à la coopérative des Tilleuls. C'est une SCOP qui est basée à Lille, à Nantes, à Paris, à Rennes et à Lyon principalement. Donc bonjour à toutes et à tous. Moi je m'appelle Cécile Stellé. Je travaille à la coopérative Troopers et je suis développeuse RH. Alors, vous m'entendez ou pas avec ce... Oui, super. On va vous parler du coup du modèle coopératif. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une SCOP ? Parce que ça reste un modèle qui est finalement assez peu connu. Une SCOP, en fait, c'est quelque chose qui vient en plus d'une société qui peut être une SARL, une SA ou une SAS, qui va apporter une gouvernance démocratique. C'est-à-dire que tous les salariés de la société sont appelés à devenir des coopérateurs, c'est-à-dire des associés de la société. Et chaque personne va posséder une voix dans toutes les décisions de la société. C'est un type d'entreprise qui possède un capital variable, puisqu'il y a des associés qui arrivent au cours de la vie de la société et qui peuvent monter au capital et augmenter leur capital. La particularité, c'est que l'ensemble des coopérateurs va détenir au minimum 51% du capital et 65% des voix. Par contre, aucun associé ne peut détenir plus de la moitié du capital. Les dirigeants ou gérants sont élus parmi les coopérateurs pour une durée de 4 ou 6 ans en fonction de la forme juridique. Les profits sont partagés et la société dispose de quelques avantages fiscaux, notamment l'exonération de l'impôt sur les sociétés pour tout ce qui est partage des profits. Voilà, donc comme le disait Marion, en fait, tous les salariés et toutes les salariées d'une SCOP sont invités à devenir coopérateurs et coopératrices. Il y a deux façons de devenir coopérateur ou coopératrice. C'est soit l'entreprise a choisi la candidature volontaire, et à ce moment-là, il n'y a aucune obligation de porter sa candidature dans un délai imparti. C'est vraiment quand la personne se sent prête à rejoindre la coopérative. Et il y a la candidature obligatoire. Alors nos deux SCOP, les Tilleuls et Troopers, ont choisi la candidature obligatoire, c'est inscrit dans les statuts. Et là, en fait, tous les nouveaux salariés et toutes les nouvelles salariées doivent présenter leur candidature pour rejoindre la SCOP. Après, c'est traité en AG. Et nous, on a fait le choix d'une candidature maximum au bout d'1 an. Ça laisse un peu le temps de s'approprier la gouvernance, le fonctionnement, la culture d'entreprise. On a, en tout cas, nous, chez Troopers, on a fait ce choix parce qu'on veut que l'entreprise appartienne à tous les salariés et toutes les salariées. Et donc, du coup, ça passe par la candidature obligatoire. Alors, tout à l'heure, je vous parlais que les profits sont partagés ensuite à la fin de l'année. Donc, en fait, à la fin de l'année, on fait le bilan. Et tous les bénéfices vont être répartis en 3 catégories. Alors, il y a 2 catégories qui sont obligatoires, qui est la trésorerie. C'est une part de réserve qui doit rester au sein de la coopérative pour assurer sa pérennité. Donc, c'est minimum 15%. Il y a une part travail aussi, des bénéfices qui vont être distribués aux salariés, aux personnes qui travaillent et qui produisent la richesse de la société, minimum 25%. Et puis, il peut y avoir une partie qui sera redistribuée aux associés. Donc, dans notre cas, comme tous les salariés sont appelés à devenir associés, ça peut représenter les mêmes personnes. Mais dans ces cas-là, en fait, les dividendes seront au prorata du capital détenu. Que ce soit pour Troopers ou pour les Tilleuls, on a décidé de ne pas mettre de part pour les associés, c'est-à-dire que la plus grosse partie, du coup, pourra être redistribuée directement aux salariés, ce qui est aussi une redistribution plus égalitaire, en fait, des richesses. Alors, aujourd'hui, on est là pour vous parler des SCOP. Il existe aussi un autre modèle, les SIC, qui sont des sociétés d'intérêt collectif, donc avec vraiment une utilité sociale. On ne va pas s'attarder dessus parce que comme ce n'est pas ce qu'on vit, on n'est pas les mieux placés pour en parler. Mais voilà, c'est une forme aussi d'entreprise qui existe. Et on va avoir au capital non seulement les salariés, mais aussi des gens de l'extérieur. Ça peut être des clients, des collectivités, des bénévoles, des associations. Il y a vraiment l'importance du secteur de l'ESS, l'économie sociale et solidaire, et vraiment l'utilité sociale. Voilà, si ça vous intéresse, on vous invite à aller vous renseigner sur le site des SCOP et SIC. On ne va pas s'attarder aujourd'hui sur cette forme d'entreprise. Alors concrètement, une SCOP, ça ressemble à quoi et ça marche comment au quotidien ? Alors si je prends l'exemple de ma société, que je connais le mieux forcément, les Tilleuls, c'est une société qui a été créée en 2011 directement sous forme de SCOP. C'est une SARL. C'est une entreprise dite des services du numérique.
À la base, il y avait 3 cofondateurs. Aujourd'hui, il en reste un sur les 3, Kevin, ici présent. Et on est plus de 70 salariés maintenant. On a, comme Cécile le disait tout à l'heure, une candidature au sociétariat qui est obligatoire dans la première année. On est 2 co-gérants, une co-gérance mixte du coup. Et on a la particularité d'avoir une gouvernance partagée très poussée. En fait, on cherche vraiment à ce que tous les gens qui travaillent dans la société soient vraiment décisionnaires de leur société. Et ça, dès l'embauche. Et 100% de notre capital est détenu par les salariés. On n'a pas d'actionnaire extérieur. Alors maintenant, je vais vous présenter Troopers, où moi je suis coopératrice, et vous allez voir que malgré le fait que ce soit 2 entreprises en scope, on a aussi des différences. Alors nous, on est plutôt une agence web, on est spécialisé dans la création et refonte d'applications métiers complexes. L'entreprise a été créée en 2012 sous forme de SaaS, et c'est seulement il y a 1 an qu'on a transformé l'entreprise en scope. Donc on a modifié nos statuts pour devenir société coopérative. Troopers, ça a été cofondé par 2 développeurs. Il y en a un qui ne fait plus partie de l'équipe aujourd'hui, hein, comme au Tilleul. Il nous reste un cofondateur dans l'équipe. On est 13 salariés, dont 11 coopérateurs et coopératrices. Alors pourquoi ? Puisque c'est une candidature obligatoire. Et bien on a 2 salariés qui sont encore dans leur période d'observation et qui vont, on l'espère, prochainement présenter leur candidature. On fonctionne en autogestion et en gouvernance partagée. Alors pour ça, on utilise la méthode holacratie qui structure notre gouvernance partagée. J'en reparlerai un petit peu plus tard. Et le mandat de gérance, nous, on l'a choisi d'une durée de 3 ans. Et le gérant est élu par élection sans candidat. Pareil, je vous présenterai l'élection sans candidat un petit peu plus tard. Alors, il y a beaucoup d'idées reçues sur les coopératives, parce que généralement, les gens en entendent parler, mais ils ne savent pas vraiment à quoi ça correspond. L'une des premières idées reçues qu'on entend, c'est qu'une coopérative, c'est dans le milieu agricole. En fait, c'est faux. Et quand on regarde les chiffres qui datent de 2019, là, mais qui sont à peu près les mêmes aujourd'hui, on voit qu'il existe beaucoup de scopes dans des domaines très différents et que finalement, c'est le domaine des services où il y a le plus de scopes qui sont représentés, donc de coopératives. Et notamment dans l'informatique, il y en a de plus en plus. Et là, dans la salle, il y en a même déjà quelques-unes qui sont représentées. Alors, autre idée reçue, c'est qu'une coopérative, c'est un regroupement de freelance. Eh bien, c'est faux. Donc, comme on l'a dit, une société coopérative, c'est avant tout une société, une SARL ou une SAS. On vient y mettre la brique scope. Donc, on va modifier les statuts pour devenir scope. C'est reconnu par l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est le droit coopératif. Toutes les personnes qui travaillent dans la SCOP ont avant tout un contrat de salariat. Ce sont avant tout des salariés. Puis, quand ils deviennent coopérateurs, leur contrat de salariat est doublé d'un contrat de sociétariat. Et donc, comme tous les salariés, on a un salaire. Et par contre, le partage des bénéfices dont on parlait tout à l'heure permet de toucher plus qu'un salaire. Mais avant tout, nous sommes des salariés. On entend souvent qu'une scope, c'est quelque chose qui fonctionne à petite échelle quand on n'est pas nombreux et après, quand l'effectif grossit, c'est plus possible. Alors, c'est vrai que ça change. Nous, on est passé de 3 à 70 et on va encore continuer à grossir, c'est sûr. Notre mode de fonctionnement a évolué. En fait, au fur et à mesure, ce qui est important, c'est d'évoluer avec l'effectif, de voir quand il y a des problématiques d'organisation. C'est plus possible de discuter tous en même temps pendant une réunion, par exemple, parce qu'à 70, on ne s'entend plus. Il faut trouver un petit peu des formes d'organisation, en fait. Ce qui est important, du coup, c'est ça, cette organisation, et c'est aussi l'accompagnement quand vous recevez des nouveaux associés dans votre société, de les accompagner, de leur expliquer un petit peu les décisions qui ont été prises par le passé, pourquoi on en est arrivé là, comment on fonctionne, et juste de leur expliquer un peu la culture d'entreprise, en fait. Il existe pas mal quand même aussi déjà de coopératives qui sont plus grandes que 70, et d'autres types d'organisations avec une gouvernance partagée, comme les syndicats ou les associations, qui arrivent à fonctionner, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et bien sûr, comme je disais, c'est important de garder une documentation un petit peu, de la faire au fur et à mesure de tout ce qui est fait pour le bon fonctionnement, en fait. Alors, dans une scope, les prises de décision sont beaucoup plus lentes car il faut mettre tout le monde d'accord. Alors déjà, on a une AG annuelle qui est très cadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi en AG. On vous en reparlera tout à l'heure de cette fameuse AG. C'est un espace de prise de décision et comme il est cadré, oui, ça peut prendre du temps dans les discussions, mais on ne peut pas faire n'importe comment. Ensuite, on peut utiliser des outils inspirés de gouvernance participative. On en reparlera tout à l'heure quand on vous présentera un petit peu comment on fonctionne au quotidien. Et il arrive dans certaines scopes qu'il y ait un codir d'associés.
Comme le disait Marion, chez les Tilleuls, et c'est vrai aussi chez Troopers, on a poussé la démocratie participative très loin. Mais en vrai, il existe des entreprises en scope qui ont un gérant, alors qui est élu à l'AG, mais qui reste le même toute la vie de la scope, qui ont encore un fonctionnement un peu pyramidal. C'est juste qu'en AG, un coopérateur ou une coopératrice égale une voix, et donc il y a quand même des décisions qui doivent se prendre ensemble. Mais dans le fonctionnement au quotidien, il arrive qu'il y ait encore des strates managériales, un codir qui prend les décisions du quotidien. Voilà, ça arrive. Et après, sur les prises de décision, on peut aussi fonctionner en asynchrone, ce qui facilite. Alors, c'est plus lent dans le sens où c'est plus étalé dans le temps, mais en fait, on arrive parfois à un résultat qui est plus efficace parce qu'on a pris le temps. Et puis, voilà, un fonctionnement en cercle, ça c'est la sociocratie ou la création, on en reparlera un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, c'est une histoire d'organisation. Est-ce qu'il faut s'y connaître pour pour gérer une scope? En fait, est-ce qu'il faut s'y connaître en gestion d'entreprise? Alors heureusement, non, on n'a pas besoin d'avoir une expérience de dingue. Enfin, c'est pas rien de créer une scope, bien sûr, mais en fait, c'est un peu comme toutes les sociétés. Il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui ont créé une société sans s'y connaître et puis qui ont appris au fur et à mesure. Il y a des structures telles que l'URSCOP qui sont présentes et qui peuvent vraiment aider et qui de toute façon aident, elles sont là pour ça, pour mettre en place ces statuts, pour créer la société. Et même au quotidien, nous, ça nous arrive encore de faire appel à l'URSCOP en disant on a cette problématique, aidez-nous, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils sont là, ils sont très présents pour ça. Les autres coopératives aussi, qui vont avoir plus d'expérience, sont toujours, généralement, les gens qui travaillent dans des coopératives sont assez passionnés et croient en leur modèle, en fait, donc ils sont toujours volontaires pour aider, pour partager. Et puis, comme je le disais tout à l'heure encore, tout ce qui est formation des nouveaux arrivants, c'est important en fait. Quelqu'un qui arrive dans la société ne va pas forcément connaître le modèle coopératif. Ce qui est important surtout, je pense, c'est qu'il y croit et qu'il a envie de s'investir dedans. S'il n'a pas envie de s'investir dans le modèle, généralement, ça ne marche pas trop en fait. Le statut scope permet surtout de sauver des entreprises en difficulté. Ça, c'est une idée reçue qu'on entend beaucoup. Alors, il faut savoir que la reprise d'entreprises en difficulté en scope, c'est moins de 10% de l'ensemble des scopes. Une très grande majorité des scopes sont en création ou en transformation, donc comme les Tilleuls et comme Troopers. Et ce sont des entreprises qui sont saines. Alors, pour la petite anecdote, chez Troopers, dans l'histoire de Troopers, il y a eu un redressement judiciaire. Ça nous a mis en difficulté à l'époque et ça n'a pas été ce qui nous a fait choisir le format scope. On a vraiment choisi le format scope par rapport à nos envies de gouvernance partagée. Mais aujourd'hui, on est une entreprise saine et c'est clairement pas pour ça qu'on est devenu une scope. Vous avez le petit schéma qui montre bien qu'en fait, il y a surtout des créations de scope dès le départ. Alors, est-ce que c'est plus compliqué de prendre les décisions parce que les bénéfices sont partagés? Alors déjà, comme on disait tout à l'heure, ça dépend un peu des statuts de la société en question. Toutes les décisions ne reviennent pas à tout le monde, forcément. Ça dépend de ce qu'on a mis en place. Et puis, je vais passer un peu vite parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais il existe, comme on disait, des scopes qui sont très proches d'un fonctionnement classique. Dans tous les cas, ce qui est important, c'est que la gérance, en fait, les directeurs sont votés en AG et peuvent être révoqués si ça ne correspond plus à la majorité des associés, en fait. Alors, dernière idée reçue pour aujourd'hui, on préfère une forme plus classique car en poursuit un but lucratif. Eh bien, nous aussi. Parce qu'il y a un moment, si on veut partager les bénéfices, il faut en faire. Donc voilà, on a la même contrainte de rentabilité. On se retrouve aussi face à la concurrence. Vraiment, la différence de la scope, c'est que on est beaucoup tourné vers les salariés et l'utilisation des profits pour les salariés, aussi pour la pérennité de l'entreprise. Et d'ailleurs, les coopératives sont généralement plus rentables et plus pérennes que les sociétés classiques. Alors, comment s'organise la gouvernance partagée? Tout d'abord, il y a une assemblée générale par an, une assemblée générale ordinaire par an, ça c'est une obligation. Ça va permettre, d'abord, généralement, ce qu'on fait, c'est accueillir les nouveaux associés ou la perte de qualité d'associés pour les personnes qui seraient sorties. Ça va permettre ensuite de pouvoir voter aux décisions suivantes lors de l'AG. Il y a la révision coopérative qui est une personne mandatée en fait, qui va venir vérifier un peu que le fonctionnement de la SCOP correspond bien aux modalités. Et puis, le rapport de conseil de surveillance, il y a aussi le commissaire aux comptes qui, à partir d'un certain seuil, doit venir aussi approuver les comptes et vérifier que tout est correct. Le rapport du conseil de surveillance, c'est un conseil qui est
à partir de 20 salariés en fait, qui est nécessaire et qui est formé par des associés de l'entreprise qui va s'assurer en fait, que la gérance fait bien les choses. En fait. Évidemment, de façon hyper classique, en AG, on va faire le bilan d'activité, la validation des comptes, l'affectation du résultat et en scope, le partage de la participation. C'est également l'occasion, alors pas chaque année, ça dépend de la durée du mandat qui a été fixé dans les statuts, mais c'est également l'occasion d'élire les gérants ou co-gérants. Et le rapport d'activité salariée des gérants et des gérantes, en fait, il faut savoir que dans les scopes, le gérant a un contrat de salariat. Comme je vous disais, avant tout, on est des salariés. Et il faut pouvoir prouver, en fait, toute la partie, OK, ça, c'était de l'ordre de son contrat de salariat, et ça, c'était bien lié à ses missions de gérance. Ça, il faut qu'on puisse le prouver régulièrement. Et puis ensuite, au quotidien, bien sûr, il n'y a pas que cette assemblée générale ordinaire. Nous, par exemple, chez les Tilleuls, on a ce qu'on appelle une assemblée générale par mois. Alors là, c'est plus informel, hein, c'est une grosse réunion, on se retrouve, on est principalement à Lille, où on va présenter les nouveaux, le fonctionnement de l'AG, on va montrer les chiffres en totale transparence, le CA, le commerce, les positionnements annuels sur la grille salariale qui est équitable et qui a été mise en place, tout ce qui est RH, tout ce qui est projet interne, la communication, les événements. Et l'après-midi, généralement, donc ça c'est sur une journée dans le mois, et l'après-midi on fait des ateliers de travail, donc selon ce qu'on a envie de faire, chacun a un projet qui nous intéresse, mais qui vont vraiment être dédiés à la structure, en fait, à la vie de l'entreprise. Ça ne va pas être du travail pour les clients, pour des missions extérieures, ça va vraiment être se retrouver autour d'un sujet commun, on a envie de mettre ça en place, ou on a une problématique, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et donc on va travailler ensemble, et puis l'AG suivante, ou celle d'après, en fonction du temps nécessaire, on en parlera à tout le monde, on présente le truc, on vote s'il y a quelque chose à voter, etc. Chez Troopers, c'est un petit peu différent. Alors, on est moins nombreux et on est vraiment toutes et tous basés à Nantes. Donc, on se réunit une fois par mois pendant 1 heure et pas plus. C'est lors de la réunion tactique, ça c'est lié à l'holacratie, donc la méthode de gouvernance qu'on utilise. Tout le monde est invité. À minima, les représentants des sous-cercles, je vous en parlerai juste après, facilitateurs ou facilitatrices et secrétaires. Lors de cette réunion, on fait remonter les indicateurs de chaque cercle, on suit les principaux projets de l'organisation ou des sous-cercles, on priorise et on traite les tensions concernant l'organisation. Alors, le mot tension vient de l'holacratie, c'est pas le sens négatif du mot tension, c'est vraiment, on a pensé quelque chose et on vit quelque chose, entre les deux, il y a un écart, c'est une tension. Il faut essayer de la résoudre et de comprendre pourquoi il y a cet écart. À l'issue de cette réunion, il y a un compte-rendu qui est transmis à toute l'équipe pour une totale transparence. Et les décisions qui n'ont pas pu être abordées, puisqu'on a priorisé et au bout d'1 heure, on s'est arrêté, soit on les décale en asynchrone, on les traite en asynchrone, ou on les reporte à la réunion suivante, selon le degré de priorité. Au quotidien, vraiment au quotidien, dans la vie de tous les jours, on a quelques choses qui ont été mises en place également. Donc nous, de notre côté, on a quelques mandats pour des fonctions très spécifiques qui demandent un métier, en fait, des compétences particulières, comme le financier ou le RH. La gouvernance est partagée et poussée au maximum, comme je vous disais. On essaye de prendre toutes les décisions de manière collégiale. Il y a quand même quelques exceptions. S'il y a des décisions vraiment compliquées à prendre, on va dire, les gérants gardent leur droit de veto et puis un droit d'acter les choses juridiquement. Les ateliers de travail, comme je disais tout à l'heure, on a une réunion par semaine aussi où on se rejoint, mais qui est quand même ouverte à tout le monde pour ceux qui auraient besoin ou qui auraient envie d'y participer. Ça, c'est plus pour l'organisation interne. On discute énormément sur les salons de discussion, comme tout le monde, je pense. Et puis, un outil qui nous sert beaucoup pour le vote en asynchrone, c'est Loomio, en fait, qui est un outil open source et qui nous permet de faire les votes, en fait, tout simplement, sur les sujets qui ne peuvent pas attendre 1 mois pour être pris en compte, comme les recrutements. On ne peut pas attendre 1 mois pour répondre à un candidat. Donc ça nous sert beaucoup. Donc voilà, chez Troopers, on est organisé en holacratie. Donc le petit schéma que vous voyez sur votre gauche, ça représente notre organisation. Donc le Big Cercle, c'est l'entreprise. Et après, vous voyez, il y a différents cercles. Et dans ces cercles, il y a des rôles. Chaque cercle et chaque rôle possède une raison d'être qui participe à la raison d'être plus globale. Chaque sous-cercle a également sa réunion tactique d'1 heure maximum, hebdomadaire ou bimensuelle. On a un process de réunion qui est défini par la Constitution holacratie et qui nous permet vraiment de tenir en 1 heure. Et donc, dans chaque cercle, on a des rôles. Chacun de ces rôles a des redevabilités, c'est ce qu'on attend du rôle, et un périmètre de décision. Alors en holacratie, on parle vraiment de rôle et pas de personne, c'est-à-dire que quand il y a un souci, on va d'abord aller regarder du côté du rôle et de ses redevabilités plutôt que de dire à quelqu'un « Putain, tu fais vraiment mal ton travail », désolé pour le gros mot.
Donc voilà, dans les très grandes lignes, l'holacratie. Et après, on a une gestion participative. On a une journée stratégie une fois par an où on définit un peu la feuille de route de l'année à venir et on crée des commissions. Les commissions sont la plupart du temps portées par des cercles pour le suivi, mais n'importe qui peut aller dans une commission si le sujet l'intéresse ou si il ou elle a les compétences. Donc dans nos commissions, on a politique salariale, éco-conception, charte mécénat de compétences, etc. Pour les prises de décision, alors nous on a pris la décision d'autoriser le vote en fait dans nos assemblées générales qu'on fait tous les mois en fait qui sont non formelles. Tout le monde est invité à prendre part aux décisions, mais alors quand je dis tout le monde, c'est y compris les stagiaires ou les alternants qui arrivent. En fait, ils font partie de la vie de l'entreprise, donc ils ont le droit de décider aussi et de participer. Donc une personne égale une voix, quelle que soit son ancienneté, quel que soit son mandat, que ce soit les gérants ou quelqu'un d'autre, quel que soit son statut. Et on a des débats qui se sont inspirés de plus en plus au fur et à mesure. Comme je vous disais, il a fallu qu'on s'organise un petit peu pour réussir à s'entendre quand on était nombreux autour de la table, qui sont inspirés un peu des syndicats autogestionnaires. Donc on essaye de mettre en place des tours de table, des temps de parole. On a un modérateur un peu de débat quand on voit que ça prend trop de temps sur un sujet. Quand on est en AG, qu'on se retrouve tous ensemble, on fait des votes à main levée. Et si on utilise Lumio, comme je vous disais tout à l'heure, donc c'est par numérique, mais c'est pareil, c'est pas anonyme en fait, hein, c'est un système de vote. Il y a plusieurs types de votes, par préférence ou vote classique, oui, non, je m'abstiens. Et voilà, en fait, en fonction des décisions à prendre, on utilise l'un ou l'autre. Alors chez Troopers, on a différents lieux de prise de décision. On a le fonctionnement de la SCOP, donc au moment de l'AG, un coopérateur ou une coopératrice égale une voix. Et après, pour le fonctionnement de l'activité, toujours l'holacratie, on a le cercle d'ancrage, donc c'est vraiment toutes les personnes présentes puisque tout le monde est invité. Et une personne absente peut se faire représenter ou en gros accepte les décisions prises. Et si une décision qui a été prise en l'absence d'une personne pose problème, ça génère une tension et on va essayer de résoudre cette nouvelle tension. Il y a également des décisions qui sont prises dans les sous-cercles, cercle support, cercle prestat, cercle image de l'agence, etc. Voire même parfois, certains rôles ont une forme de souveraineté sur certaines décisions. On utilise deux outils de la sociocratie, la décision par consentement, différence consensus-consentement. Consensus, il faut que tout le monde se mette d'accord. Consentement, en fait, même si ce n'est pas la proposition que j'aurais faite et que qui me convient à 100%, je peux vivre avec, l'organisation peut vivre avec, je consens. On utilise l'élection sans candidat pour le mandat de gérance et puis tous les rôles organisationnels, c'est-à-dire secrétariat, facilitation, représentation de cercle. Et l'élection sans candidat, eh bien, personne ne se porte candidat. On va chacune et chacun exprimer le prénom d'une personne qu'on verrait bien dans le rôle, expliquer pourquoi, et chacun le fait à haute voix. On demande bien sûr aux personnes qui ont été choisies si elles sont d'accord de prendre le rôle, elles ont le droit de dire non. Et ensuite, on refait un tour parce qu'on a le droit de changer son vote selon les autres propositions qui ont été faites. Ça permet vraiment parfois de donner la place à des personnes qui n'auraient pas osé prendre le rôle. Et en fait, par la reconnaissance collective, ah bah ok, allez, j'y vais, je prends ce rôle. Et voilà, comme je vous le disais, certaines décisions peuvent être prises en asynchrone. Alors enfin, pour finir, voici quelques outils qu'on utilise. Alors donc chez ETIA, je vous disais, il y a Lumio. On utilise aussi beaucoup GitHub et si vous êtes intéressé par notre fonctionnement, je vous invite à aller voir le profil de l'entreprise, c'est CoopTL sur GitHub, qui nous sert bien sûr pour tout l'aspect technique, mais aussi on essaye de mettre dessus tout notre fonctionnement, nos prises de décision. On partage le maximum de choses en fait, parce que ça nous semble aussi important de partager publiquement et de montrer, c'est aussi la transparence. Et puis Miro aussi qui nous sert de plus en plus, qui permet de travailler de manière visuelle en équipe. Alors nous, on utilise Glassfrog, vous avez vu la petite capture d'écran tout à l'heure. Ça, c'est vraiment un outil au service de l'holacratie. C'est là qu'on va retrouver la répartition, qui prend quel rôle appartient à quel cercle. Ça va aussi servir de support de réunion pour certains cercles. On utilise Rollbase, qui est un outil tout récent qui est développé par des copains nantais, alors eux fonctionnent en holacratie également, mais cet outil a vocation à s'adapter à tout type de gouvernance partagée. Et ça, on l'utilise dans les cercles qui n'utilisent pas Glassfrog. C'est un essai, c'est pour ça qu'on a deux outils. On utilise Outline pour tout documenter. Si vous ne savez pas, c'est l'équivalent de Notion. Tout est documenté, toute notre culture d'entreprise, notre fonctionnement, les technos qu'on utilise et pourquoi, l'histoire de l'entreprise, etc. Et Discourse, quand on doit reporter une décision en asynchrone, on va utiliser Discourse parce que pour parler au quotidien, Mattermost, c'est très bien,
mais quand il y a besoin d'avoir une traçabilité et puis de pouvoir mettre beaucoup de lignes, comme par exemple je sais très bien faire, Discourse s'adapte très bien à ça. Voilà, merci de votre écoute. Merci. Si vous avez des questions, on est là. Je ne sais pas s'il reste du temps pour des questions en fait. Une ou deux peut-être, ou sinon on est encore là quelques minutes à traîner, pas très loin si vous êtes intéressés. Oui, alors il y a 2 questions peut-être. Je sais pas si... Ouais, vas-y. On va partager le micro. Bonjour, merci pour le retour. Alors, je suis moi-même dans une scope, donc j'ai déjà un bout de réponse. Et c'est plus une question qui vient d'un vécu récent. Est-ce que le côté tout le monde a le même poids dans les prises de décision est vraiment correct? Par exemple, quand il y a une personne qui vient d'arriver dans la scope, a-t-elle vraiment le même poids que le fondateur dirigeant ou la fondatrice dirigeante de la coopérative? Est-ce que vous constatez l'égalité à ce niveau-là, ou est-ce qu'il y a des pistes pour l'atteindre en tout cas? Ok. Alors, le même poids dans les, enfin, peut avoir le même droit de vote, effectivement, il n'y a pas de différence. Ce qu'on a remarqué, c'est quand même que quelqu'un qui arrive dans la société face à 70 personnes a plus tendance à s'abstenir. Les premières réunions, c'est un peu effrayant, et puis on ne se sent pas forcément légitime de prendre une décision sur un truc qu'on ne connaît pas encore. Ça arrive. Généralement, en fait, ce qui est important, c'est de bien mener le débat qui est en amont en fait, de la prise de décision pour que les personnes qui doivent voter en fait, aient bien le contexte, etc. Il y a toujours quand même cet effet de les personnes qui ont plus d'expérience, qui vont être plus à l'aise, vont peut-être mieux argumenter leurs décisions, et donc du coup ça peut emmener avec effectivement d'autres décisions. Mais il y a pas mal de contre-pouvoirs en fait, qui arrivent en même temps avec le nombre, et du coup on arrive quand même à bien équilibrer ça, et généralement les personnes qui viennent d'arriver, de toute façon elles ont le même droit de vote, il y a personne qui leur retire, on va pas dire tu viens d'arriver donc t'as pas le droit de voter, non, tu fais partie de la société, t'as le droit de voter. On essaye en tout cas de les accompagner pour qu'elles soient de plus en plus à l'aise et qu'elles puissent aussi prendre les décisions importantes de la société en fait. Je ne sais pas si ça a répondu à tes questions ou si tu as quelque chose à ajouter. Nous, chez Troopers, en fait, vraiment, l'holacratie aide à ça. C'est-à-dire que c'est une méthode qui est pensée pour vraiment donner la parole à tout le monde. Alors après, ça n'empêchera pas les gens qui se sentent un petit peu moins à l'aise de moins participer. Mais c'est une des critiques de la méthode aussi. C'est que malheureusement, elle ferme un peu le clapet aux grandes gueules. Mais du coup, nous, on a eu des alternants qui s'impliquaient vraiment parce qu'ils se sont tout de suite reconnus. D'autres qui avaient un peu plus de distance. Ça dépend vraiment aussi des individus, des individualités de chacun. Bonjour Thomas, moi j'ai une question sur les augmentations, parce que c'est toujours un sujet qui est compliqué dans les boîtes quand vient le moment de l'année où il faut parler des augmentations. Comment vous réussissez à partager la thune sur les salaires fixes, donc j'ai bien compris sur les trucs, et est-ce que ça crée des crises, et si oui, comment vous les surmontez? Alors oui, c'est un sujet tendu, même dans les coopératives, je peux dire. Alors nous, on a mis en place une grille salariale, ça nous a mis à peu près 1 an à la faire, où on en parlait à toutes les AG, où on en parlait quasiment au quotidien, parce que quand ça touche au pognon, tout le monde a son avis, son expérience. Ça a été compliqué, mais on a mis une grille en place qui a 6 niveaux et qui correspond à tout le monde vraiment. On a essayé même de l'appliquer aux non-tech, en fait, aux commerciaux, etc. Enfin, avoir un truc une rémunération, un salaire à 6 échelons. Et en fait, la rémunération totale, elle comprend ce salaire, qui du coup, il n'y a plus de négociation de salaire possible. En fait, c'est juste, voilà, il y a des cases qui correspondent à un poste. Est-ce que tu remplis les cases, est-ce que tu as les compétences? Oui, tu passes à l'échelon d'au-dessus, donc du coup, la case d'après, voilà. Et du coup, c'est toutes les personnes qui ont le même poste, qui ont le même salaire. Et puis ensuite, la rémunération totale, elle comprend aussi le partage des bénéfices. Et ça, nous, c'est vraiment, il n'y a pas l'ancienneté du tout qui rentre en compte. Il faut juste avoir été 3 mois dans la société dans l'année pour l'avoir. Après, c'est au prorata du temps de travail, c'est-à-dire que si on est à mi-temps, c'est divisé par 2. Mais sinon, un stagiaire ou alors un stagiaire, peut-être pas, ceci dit, je sais plus. Enfin bref, on va dire un alternant, en tout cas, c'est sûr, il a un contrat de travail. Où le gérant possède la même part travail à la fin de l'année sur les bénéfices. Ça, c'est pour tout le monde, en fait. Et du coup, il n'y a plus de négociation sur les augmentations. On a juste la grille et tous les ans, systématiquement,
à la date anniversaire du contrat, on remet au goût du jour, voilà, telle personne a fêté ses 1 an, enfin ça fait 1 an qu'on n'a pas refait sa révision dans la grille, et du coup on en parle tous ensemble et on vote ou non son passage à l'échelon au-dessus, s'il est demandé. Parce qu'il y a des fois aussi où la personne dit non, moi je suis très bien là où je suis et j'ai pas envie de bouger, et voilà. Donc voilà. Alors nous, c'est un sujet qu'on travaille depuis longtemps et on n'a toujours pas trouvé de réponse appropriée. Mais en fait, à chaque fois, on revient à la proposition de salaire unique. On n'arrive pas à se lancer sur le salaire unique, mais c'est ce qui revient à chaque fois, donc ça nous questionne beaucoup. Bon, le travail est en cours. Et en fait, pourquoi le choix du salaire unique ? C'est parce que nous, chez Troopers, on a choisi que les bénéfices soient versés au prorata de l'ancienneté et du temps de travail, 80, 90%, 100%. Donc à partir de là, ça joue aussi sur combien chacun et chacune va gagner. Mais voilà, le salaire unique, il revient tout le temps, mais on n'y est pas encore. Donc suivez l'information de Troopers si vous voulez en savoir plus dans les mois prochains. Juste un petit truc, nous on a... Bon, pardon, j'ajoute rien du tout. Non, j'ajoute rien. Là, il faut qu'on passe à la... Merci.